imaginez un instant que la personne qui partage votre vie, celle que vous avez choisie pour traverser les tempêtes et savourer les accalmies, puisse, en une fraction de seconde, vous effacer de son existence, comme on efface un mauvais souvenir sur une ardoise. Non pas dans l'intimité d'une dispute, mais sous les yeux indifférents d'une foule, à des milliers de kilomètres de chez vous, dans un de ces non-lieux où les destins se croisent et s'ignorent. C'est arrivé. Et ce jour-là, à l'aéroport, j'ai senti non pas mon cœur se briser, mais quelque chose de bien plus profond, de plus ancien, se fissurer en moi, la certitude de ma propre valeur, de ma propre existence aux yeux de celle qui m'avait juré l'éternité. J'ai 45 ans, et jusqu'à ce jour maudit, j'aurais pu vous dire que j'avais une vie normale. Une vie construite brique par brique, avec patience et dévouement. J'habite dans une petite ville de province, loin des paillettes et du tumulte des grandes métropoles, mais assez proche pour ne pas me sentir déconnecté du monde. Mes racines sont ici, dans cette terre humble où mes grands-parents ont labouré et mes parents ont bâti une petite entreprise familiale de menuiserie, que j'ai reprise après des études d'ingénieur. Un choix que beaucoup ont qualifié de sacrifice, mais pour moi, c'était une évidence, une continuité, l'encre qui me retenait à un héritage, à une histoire. J'étais le genre de gars qui se lève avant le soleil, qui respire l'odeur du bois fraîchement coupé, qui connaît le nom de tous ses employés et qui se soucie réellement de leur famille. Ma famille, parlons-en. J'ai un fils, Thomas, 15 ans, et une fille, Léa, 12 ans. Ils sont ma lumière, le moteur de chaque journée, les rires qui résonnent dans notre maison des années 70, que nous avions rénovée ensemble, ma femme et moi, chaque week-end pendant des mois. Ma femme, Caroline. Elle était le soleil de mon monde, la femme élégante et rayonnante que j'avais épousée il y a 20 ans. La routine? Elle était notre havre de paix. Le café du matin, préparé à l'ancienne, avec le journal froissé entre mes mains, elle qui me racontait ses rêves de la nuit ou les potins du quartier. Les soirées, autour de la table, avec les devoirs des enfants, nos discussions sur la journée, les petites victoires et les minuscules défaites. Nous étions une de ces familles que l'on croise au supermarché le samedi matin, avec le caddie plein et les enfants qui se disputent pour le dernier paquet de gâteaux. Une vie simple, je sais, mais remplie de sens, de moments partagés, de cette chaleur douce qui vous enveloppe et vous fait sentir en sécurité. Je n'étais pas un homme à la recherche de sensations fortes, ni un aventurier des temps modernes. J'étais un homme de responsabilité, de valeur, de fidélité. Je croyais en la parole donnée, en l'effort récompensé, en l'amour qui se nourrit du quotidien et des épreuves. J'aimais voir la croissance de mon entreprise, sentir l'odeur de la sueur, savoir que mes mains construisaient quelque chose de tangible. Chaque soir, en rentrant, je savais que cette porte, cette maison, c'était mon refuge, mon équilibre. Connaissez-vous ce sentiment d'être à votre place, d'avoir bâti un nid douillet avec la personne que vous aimez? Ce sentiment d'une routine rassurante, où chaque geste, chaque mot a son importance, même le plus insignifiant? C'est ce que j'avais, ce que je pensais avoir. Comme vous, sans doute, j'avais mes peurs, mes doutes, ces petites voix qui murmurent la nuit. La peur de l'échec, la peur de ne pas être assez, la peur de décevoir ceux que j'aime. Mais ces peurs étaient comme des ombres lointaines, jamais assez fortes pour éteindre la lumière de ma vie quotidienne. J'étais, comme tant d'entre nous, un homme ordinaire, essayant de faire de son mieux, de construire un avenir pour sa famille, de naviguer dans le courant parfois tumultueux de l'existence, avec une boussole intérieure faite d'amour et de dévouement. Notre petite ville n'était pas épargnée par les vents changeants du monde. La crise économique, même si elle n'avait pas frappé de plein fouet, laissait ses marques, comme des cicatrices invisibles sur les façades des commerces qui fermaient, sur les visages des jeunes qui partaient chercher du travail ailleurs. Les familles serraient la ceinture, les conversations au café tournaient souvent autour des prix qui montaient, des salaires qui stagnaient. On sentait une pression diffuse, un besoin de paraître, de montrer qu'on s'en sortait, même si le compte en banque hurlait parfois. Les réseaux sociaux avaient amplifié cette course à l'image, cette vitrine de la réussite où tout semblait facile, où chacun montrait la meilleure version de soi, souvent au détriment de la vérité. Caroline, ma femme, était sensible à cette vitrine. Elle voyait ses amis partir en voyage lointain, changer de voiture tous les 2 ans, s'offrir des sacs à main hors de prix. Et même si notre entreprise tenait bon, même si nous n'étions pas à plaindre, elle sentait cette différence, cette soif de plus, de mieux, que je ne pouvais ou ne voulais pas toujours satisfaire. Nos relations familiales étaient, pour ma part, un pilier. Mes parents, encore en vie, représentaient la sagesse et la tradition. Ceux de Caroline, un peu plus mondains,
avait toujours eu un œil critique sur mon engagement dans l'entreprise familiale, qu'il jugeait trop provinciale pour leur fille pleine de potentiel. Cette différence de milieu, nous en avions toujours plaisanté, la considérant comme un atout, une richesse. Mais au fil des ans, j'ai commencé à sentir que pour Caroline, c'était peut-être devenu un poids, une comparaison constante. Elle se sentait tiraillée entre son amour pour moi et la pression sociale, les attentes tacites de son cercle. C'était une danse subtile, une mélodie discrète qui jouait en fond sonore de notre vie, une toile de fond sur laquelle allait se dessiner le drame, une toile que je n'avais pas su voir avec la clarté nécessaire. Les premiers signaux, si je les revisite aujourd'hui, me paraissent gros comme des icebergs. Mais à l'époque, ils étaient de simples reflets à la surface de l'eau, des scintillements trompeurs. Je me souviens de ces dîners chez ses parents. Au début, elle riait avec moi de leurs petites piques sur mon look trop décontracté ou mon accent au terroir. Puis, petit à petit, ces rires s'étaient fait plus rares. Elle commençait à corriger mes phrases, à minimiser mes réussites devant sa mère. Oh, c'est juste la menuiserie, tu sais, rien de bien glamour. Des petits riens, n'est-ce pas? Juste une femme qui se sent un peu mal à l'aise, qui veut bien paraître devant sa famille. Qu'aurais-tu fait? Aurais-tu tiré la sonnette d'alarme pour si peu? Il y a eu aussi l'argent. Pas un problème d'argent en soi, mais la façon dont elle a commencé à le percevoir, à en parler. Mes voyages d'affaires, nécessaires pour trouver de nouveaux clients ou fournisseurs, étaient souvent l'occasion de nuits d'hôtel confortables, parfois même de lounge d'aéroport, des petits privilèges offerts par la carte de fidélité que j'avais accumulée au fil des ans. Elle trouvait ça cool, intelligent. Puis, elle a commencé à me demander si elle ne pouvait pas en profiter juste comme ça, pour ses virées shopping ou pour se sentir un peu VIP. Une fois, elle a utilisé ma carte pour un salon à Paris, alors qu'elle voyageait seule pour un week-end entre filles. Elle m'a raconté, en revenant, à quel point c'était luxueux, à quel point elle s'était sentie importante. Elle a même dit, avec un sourire que je pensais affectueux à l'époque, « Personne ne sait que c'est ta carte, mon chéri. Ils ont juste vu la classe. » Je n'y ai pas vu de malice. Juste une femme qui appréciait un peu de luxe. N'est-ce pas ce que nous voulons tous, offrir le meilleur à ceux que nous aimons? Mais les indices s'accumulaient, des pièces éparses d'un puzzle que je refusais d'assembler. Elle a commencé à me demander de laisser ma voiture, un peu trop utilitaire à son goût, au garage quand nous sortions en ville pour des événements importants. Elle préférait prendre la sienne, une berline plus moderne, plus représentative. Mes vêtements, qui avant étaient simples mais efficaces, sont devenus un peu ringards, pas adaptés. Elle me proposait de nouvelles chemises, de nouveaux pulls, toujours un peu trop chic pour mon quotidien d'artisan. Et quand je les portais, j'avais l'impression d'être un imposteur, un homme déguisé. Elle riait, me disait que c'était pour mon bien, pour notre image. Comme si mon image, notre image, dépendait d'une étiquette et non de la personne que j'étais. Ces petites piques, ces désirs subtils de m'ajuster à un moule, je les attribuais à son besoin d'élégance, à son souci du détail. Jamais je n'aurais imaginé quelles étaient les prémices d'une dévalorisation plus profonde. Je me disais que l'amour, c'était aussi accepter ces petites bizarreries, ces petites manies. Mais étaient-ce vraiment des manies, ou le début d'un effacement? Le changement a commencé à s'installer comme une brume légère, imperceptible au début. Nous étions un soir d'hiver, la cheminée crépitait, et je lui parlais de ma journée, des difficultés sur un chantier, de la fierté d'un employé qui venait de finir son apprentissage. Elle était sur son téléphone, un magazine de mode ouvert sur ses genoux. Ses réponses étaient des monosyllabes, des bums, des d'accord. Avant, elle aurait posé des questions, aurait partagé ma joie, ma peine. Là, ses yeux restaient rivés sur l'écran lumineux. Je me suis senti parler dans le vide, comme une bouteille jetée à la mer sans message à l'intérieur. C'était la première fois que je ressentais cette distance, cette impression d'être à côté d'elle, mais des mondes nous séparaient. La pièce, habituellement chaleureuse, avait pris une teinte froide, et le silence entre mes phrases se faisait lourd, non pas de qui. Étude, mais d'indifférence. Un jour, alors que nous étions au supermarché, elle m'a fait remarquer la voiture d'un de ses amis, un médecin de la ville. Regarde la nouvelle Mercedes du docteur Dubois. Il a vraiment réussi, lui. Il n'a pas hésité à se lancer dans la spécialisation, tu vois. Ça paie. Le ton n'était pas accusateur, mais il y avait une pointe, une ombre dans sa voix. Pour la première fois, j'ai ressenti une piqûre, une douleur sourde. Mes efforts,
ma réussite dans l'entreprise familiale, tout cela semblait soudainement insuffisant, terni par la comparaison avec une vie qu'elle jugeait plus brillante. C'était comme si un grain de sable s'était glissé dans le rouage parfait de notre complicité, commençant lentement à éroder la confiance silencieuse que nous avions l'un envers l'autre. J'ai essayé de rire, de prendre cela à la légère, mais son visage restait fermé, une expression de frustration qu'elle ne cherchait même plus à masquer. Les invitations à des événements, souvent liés à mon travail ou à des associations locales, devenaient des occasions pour elle de briller, non pas à mes côtés, mais presque à ma place. Je me souviens d'un cocktail. J'étais en pleine discussion avec un client potentiel, quand Caroline est arrivée, s'est glissée entre nous, et a pris le contrôle de la conversation, parlant de mes projets, de mes grandes ambitions, avec des mots qui n'étaient pas les miens, un ton qu'elle n'utilisait jamais avec moi. Elle a même omis de me présenter, ne me laissant qu'un rôle de figurant silencieux à ses côtés. J'étais le tableau, et elle, le vernis qui attirait les regards, s'appropriant le mérite de l'œuvre. La confusion du client était palpable, et je me suis senti vide, réduit à un rôle passif dans ma propre vie, mon propre cercle. Mes mots, mes idées, tout était devenu son terrain de jeu, son miroir pour se refléter sous un jour plus avantageux. Elle a commencé à planifier des sorties sans moi, des week-ends entre amis pour décompresser, des activités plus stimulantes que mes soirées à la maison. Quand je suggérais un dîner en amoureux, une promenade en forêt, elle avait toujours une excuse, une fatigue, un impératif. La maison, notre havre, est devenue pour elle un lieu de passage, une escale technique entre deux obligations plus excitantes. Les enfants le sentaient aussi, même s'ils n'en parlaient pas. Ce n'était plus notre cocon, mais deux réalités parallèles se côtoyant, sans jamais vraiment se rejoindre. J'étais là, elle était là, mais le fil invisible qui nous reliait, le lien de complicité, s'était distendu, puis cassé, sans un bruit, sans un claquement de fouet. Un peu comme si l'on vivait dans deux maisons contiguës, sous le même toit, mais que les murs s'étaient soudain épaissis, rendant nos voix inaudibles l'un pour l'autre. Mes habitudes, celles-là même qui avaient fait partie de notre quotidien pendant 20 ans, sont devenues des sujets de moquerie, de reproches. Mon amour pour les vieux films, ma passion pour le jardinage, mon plaisir de flâner au marché du dimanche. Tu es toujours le même, Philippe, tu ne changeras jamais, disait-elle avec une pointe d'agacement, non plus de tendresse. Ces mots, au lieu d'être une acceptation aimante, étaient devenus une sentence, une condamnation. C'était une tentative de m'arracher à ma propre essence, de me faire honte de ce que j'étais, de mes racines, de ma simplicité. Un jour, en regardant un documentaire sur les grands espaces, ma tasse de thé à la main, elle est entrée dans le salon, a soupiré bruyamment et a dit, « Vraiment, Philippe, tu ne peux pas trouver mieux que ça ? C'est d'un ennui mortel. » J'ai senti mon estomac se tordre, comme si elle avait arraché un PAN de ma peau, à vif. Ces gestes, ces mots, étaient des coups de marteau réguliers sur le socle de notre relation, un socle qui, au lieu de se renforcer, s'effritait inexorablement. Je me suis senti petit, insignifiant, comme un arbre dont on coupe les branches une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tronc nu, vulnérable. C'était pour les vacances de février. Un voyage à Marrakech, une surprise que j'avais préparée depuis des mois, un cadeau d'anniversaire pour elle, mais aussi une chance de nous retrouver, de raviver la flamme. J'avais mis de l'argent de côté, j'avais planifié chaque détail, jusqu'à la réservation de 2 places en classe affaires, avec accès au salon VIP. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais cette petite étincelle d'espoir. Peut-être que ce voyage, loin du quotidien, nous permettrait de nous reconnecter. Nous étions à l'aéroport, le bourdonnement familier des voix, l'odeur du café et des parfums des boutiques détaxées. J'avais les billets en main, mon passeport, et je lui souriais, les yeux pleins d'une impatience enfantine. Elle était magnifique, enveloppée dans son châle élégant, le visage dissimulé derrière de grandes lunettes de soleil, même à l'intérieur. Nous nous sommes dirigés vers la zone d'embarquement. Puis vers le salon. Arrivée devant l'entrée, une hôtesse souriante a demandé nos cartes d'embarquement. Caroline a tendu la sienne. L'hôtesse l'a scannée, puis a dit poliment, « Madame, votre billet est en classe économique. L'accès au salon est réservé aux passagers classe affaires ou aux détenteurs de cartes Gold ou Platinum. » Un frisson m'a traversé. J'avais réservé nos 2 billets en classe affaires. Je suis resté silencieux, mon sourire figé, regardant Caroline. Elle a rougi, visiblement mal à l'aise, jetant un regard furtif vers moi, puis vers l'hôtesse. Elle a bredouillé, « Mais, mon mari, il a la carte Platinum. Il est censé être avec moi. » Et là, c'est arrivé.
Le coup de massue, le frisson glacial. Elle a tourné la tête vers moi, un regard suppliant, mais surtout, un regard de honte, de dégoût. Philippe, chéri, tu as ta carte? Dis-leur. Elle ne voulait pas que l'hôtesse sache que j'étais son mari, le titulaire de la carte. Elle ne voulait pas être associée à moi dans cette situation, se sentant jugée, diminuée. Elle m'avait effacé. Elle faisait semblant de ne pas me connaître, de ne pas être avec moi. Mon cerveau a enregistré chaque détail de son expression, chaque micro-mouvement de son visage. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était comme si un projecteur venait d'éclairer la vérité de nos 20 ans de mariage, de nos petites mesquineries, de ses désirs de façade. Tout s'est aligné en un éclair brutal. Cette image, cette vitrine qu'elle tentait de maintenir à tout prix, même si cela signifiait me renier, moi, l'homme qui lui offrait cette vie, ses privilèges. L'air est devenu épais. Un silence assourdissant a envahi mon esprit, alors que le brouhaha de l'aéroport continuait autour de moi. J'ai senti une force tranquille monter en moi, une détermination froide. Le temps s'est ralenti. Je me suis avancé, calmement, mais pas résonnant lourdement dans le silence de ma conscience. J'ai sorti ma carte d'embarquement et ma carte Platinum de ma poche intérieure. J'ai regardé l'hôtesse, puis j'ai tourné mes yeux vers Caroline, qui me regardait, un mélange d'espoir et d'angoisse dans ses yeux. J'ai tendu ma carte à l'hôtesse, mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Caroline, dans le blanc de ses yeux, le même regard de honte et de dégoût que j'avais vu en elle. La sécurité l'a stoppée alors qu'elle tentait de franchir le tourniquet. L'hôtesse, après avoir scanné ma carte, a déclaré « Accès refusé pour madame ». Seul le titulaire de la carte, monsieur, et un invité sont autorisés. Votre invité, madame, est déjà rentré, et monsieur n'a pas activé la carte pour 2 passagers. C'était le plan B. Je savais qu'elle utiliserait la carte pour elle seule, se présentant comme la titulaire. Elle a crié, choquée, le visage déformé par la fureur, « Qui a fait ça? C'est une erreur. » Je suis passé devant elle, lentement, en la fixant du regard. J'ai murmuré, d'une voix que seule elle pouvait entendre, ma voix habituelle, mais avec un poids nouveau, le titulaire de la carte. Bon vol en écho, Caroline. Le monde autour de nous a semblé s'arrêter. Son visage, pâle comme un linge, s'est décomposé. Les larmes, qui n'étaient pas de tristesse mais de pure rage et d'humiliation, ont commencé à couler sur ses joues. Elle n'a rien dit, juste un sifflement rauque, comme un animal blessé. Elle a ramassé son sac, a jeté un regard fulminant à l'hôtesse, puis m'a foudroyé du regard, un regard que je n'oublierai jamais, un mélange de haine et d'incrédulité. Puis, elle a tourné les talons et s'est éloignée, ses pas claquant sur le sol poli, laissant derrière elle une traînée de silence et de stupeur. Je suis entré dans le salon, sans un mot de plus, sans un regard en arrière. J'ai trouvé un siège, loin de la foule, et j'ai commandé un café. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était d'une clarté effrayante. C'était fini. 20 ans de mariage, d'amour, de compromis, de silence, de non-dit, tout venait de s'effondrer en un instant, comme un château de cartes soufflé par un vent violent. La douleur était là, vive, perçante, mais elle était étrangement mêlée à un sentiment de libération. C'est bizarre, n'est-ce pas? De sentir une douleur immense et, en même temps, le poids d'une chaîne qui se brise. Que aurais-tu ressenti à ma place? Ce mélange toxique de tristesse et de justice, de l'écœurement et d'une étrange forme de paix. Le vol s'est déroulé dans un brouillard. Je ne l'ai pas croisée à l'embarquement, ni pendant le vol. Elle avait dû prendre un autre chemin, ou s'asseoir à l'autre bout de l'appareil, loin de moi, loin de cette vérité qui venait d'éclater au grand jour. Les paysages de Marrakech, si magnifiques, si dépaysants, m'ont semblé fades, sans couleur. Chaque palais, chaque souk, chaque visage souriant n'était qu'une toile de fond pour la scène qui se rejouait sans cesse dans ma tête. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Dès notre retour, la maison est devenue un champ de bas. Aïe silencieux. Caroline m'ignorait, parlait aux enfants avec une froideur nouvelle, ou me traitait avec un mépris à peine voilé. Les enfants sentaient la tension, le grand vide qui s'est installé entre nous. Ils posaient des questions, leurs petits visages reflétant leur incompréhension et leur peur. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à des enfants que leur mère a renié leur père pour une question d'image, de statut social? J'ai essayé, de mon mieux, de les rassurer, de leur dire que ce n'était pas de leur faute, que les adultes se perdaient parfois.
Mais je voyais bien que le vernis de notre famille parfaite s'était craqué, laissant apparaître des fissures profondes et douloureuses. Financièrement, la décision de divorcer a été un coup dur, bien sûr. Les avocats, la séparation des biens, la pension. Mais curieusement, cette charge me paraissait moins lourde que le poids du mensonge, de l'hypocrisie que j'avais portée sans le savoir. Le prix de la liberté avait toujours un coût, non? La période qui a suivi a été une longue traversée du désert. La maison, si pleine de rire et de vie, s'est vidée de sa chaleur. Les voix des enfants étaient des échos solitaires dans les pièces qui semblaient soudain trop grandes. J'ai replongé dans le travail, y trouvant un refuge, une échappatoire. L'odeur du bois, le bruit des machines, la satisfaction du travail bien fait, tout cela était un baume sur mes plaies. Mes employés, mes amis, sentaient que quelque chose avait changé en moi. Ils ne posaient pas de questions, mais leur regard était lourd de compassion. Les week-ends, autrefois remplis d'activités familiales, sont devenus des moments de solitude assourdissante, ou des batailles de logistique pour organiser la garde des enfants. J'ai appris à cuisiner pour moi seul, à regarder des films sans personne à mes côtés, à marcher dans la forêt en silence, écoutant le vent murmurer dans les arbres. Il y avait des jours où le chagrin m'étouffait, où la colère me rongeait. Je me posais 1000 questions. Aurais-je pu voir? Aurais-je dû agir plus tôt? Pourquoi ne l'ai-je pas écouté quand elle me parlait de ses désirs de luxe, de reconnaissance? Était-ce une part de moi qui refusait de voir la vérité, qui s'accrochait désespérément à l'image d'une femme que j'avais aimée et qui n'existait peut-être plus? Je me suis accroché à mes enfants. Leur rire, leurs questions naïves, leurs câlins maladroits étaient les bouées qui me maintenaient à la surface. Je voulais être un père fort pour eux, même si je me sentais brisé. J'ai dû leur expliquer, avec des mots simples, que l'amour entre leur mère et moi s'était fané, qu'il n'était pas de leur faute. Les premières fois, c'était déchirant. Mais au fil des mois, une nouvelle routine s'est installée. Une routine de père solo, de week-end à la découverte de petits coins de nature, de soirées film avec popcorn. Une routine différente, mais qui, peu à peu, retrouvait sa propre saveur, sa propre chaleur. La solitude, au début une compagne pesante, est devenue parfois une amie, un espace pour la réflexion, pour se retrouver. Une carapace s'était brisée, oui, mais une nouvelle peau, plus résistante, plus authentique, commençait à se former. Cette histoire, la mienne, me pousse à des réflexions profondes sur la vie, sur les choix que l'on fait, consciemment ou non, et sur la fragilité de la confiance. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à renier l'autre, à le minimiser, à l'effacer pour son propre gain, sa propre image? Est-ce la pression sociale, cette course effrénée à la perfection affichée? Est-ce une peur, une insécurité enfouie, qui nous pousse à vouloir toujours plus, à paraître toujours mieux, quitte à piétiner ceux qui nous aiment? Je me suis souvent posé la question, si j'avais été un homme d'affaires flamboyant, avec des millions sur mon compte, des voitures de sport et des voyages en jet privé, Caroline m'aurait-elle traité différemment? Et si oui, cela aurait-il fait de notre amour un amour plus vrai, plus profond? Ou simplement une illusion plus confortable? J'ai compris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, ni dans l'image que l'on projette, mais dans l'authenticité des liens que l'on tisse, dans la sincérité des sentiments. La confiance, c'est comme un miroir ancien. Une fois brisé, on peut recoller les morceaux, mais les cicatrices seront toujours visibles, et le reflet ne sera jamais tout à fait le même. J'ai appris à me pardonner de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir entendu les murmures, de ne pas avoir interprété les signaux d'alerte. Parce que l'amour rend aveugle, oui, mais aussi parce qu'il nous rend vulnérables, nous pousse à croire au meilleur chez l'autre, même quand les faits crient le contraire. Cette épreuve m'a transformé. Elle a brisé ma naïveté, mais elle a aussi renforcé ma détermination à vivre une vie vraie, sans faux semblant. À ne plus jamais permettre à qui que ce soit de définir ma valeur. Euro à travers ses propres prismes déformants. J'ai appris la résilience, cette capacité à se relever après la chute, à reconstruire avec les décombres de ce qui fut. Et vous, chers amis, chers spectateurs, avez-vous déjà ressenti cette douleur d'être renié, d'être mis de côté par quelqu'un que vous aimiez? Avez-vous déjà dû choisir entre la fidélité à vous-même et le maintien d'une façade? Ce sont des questions difficiles, mais elles sont essentielles pour comprendre la complexité de nos relations humaines. Cette histoire, ma propre histoire, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Dans une grande ville ou un petit village. À un homme ou à une femme. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, pour qu'un rideau se lève et révèle une vérité que l'on refusait de voir.
Il suffit d'un moment de faiblesse, d'une pression extérieure, d'un désir inassouvi pour que les liens les plus sacrés se déchirent. La trahison n'est pas toujours un coup de poignard violent et sanglant. Elle peut être silencieuse, insidieuse, une lente érosion de la confiance, une dévalorisation progressive, jusqu'à ce qu'un jour, l'autre vous efface d'un revers de main, pour une place dans un salon VIP, pour une image, pour un idéal vide de sens. Soyons vigilants, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes, nos propres peurs et nos propres désirs. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez reconnu des échos de votre propre vécu, ou si elle vous a simplement fait réfléchir, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre histoire, vos réflexions, vos questions. Chaque expérience est unique et pourtant, nous sommes tous connectés par ces fils invisibles de l'émotion humaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin des cœurs qui vous sont confiés. Merci.